Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes toujours sur GMTV+, dans le bœuf politico-historique qui nous donne d'avoir pour invité aujourd'hui M. Passema Django, qui nous vient de Paris, mais surtout de la République centrafricaine. Rebonjour M. Django. Bonjour Jackie. Ça va bien? Très très bien. Toujours bien. Ah oui, oui. On est bien sur GMTV+, hein? Oui. Je vous suis un titre foncier sur GMTV+, tout de suite, quoi. Très bien. Bon, nous allons maintenant évoquer quelque chose que les Français appellent le Gaulois. Vous avez vu, Astérix, Obélix, les Gaulois, tout. On dit aux Français que leurs ancêtres sont Gaulois, et même à certains Africains nés en Afrique sur votre génération, on enseignait que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Vous l'avez entendu, vous? Complètement ridicule. On vous l'a dit, hein? Alors, avant de demander est-ce que les ancêtres des Africains sont des Gaulois, je vais vous demander, M. Django, est-ce que les ancêtres des Français sont des Gaulois? D'abord les Gaulois. D'abord, qui sont les Gaulois d'abord? Il faut que les Français disent leurs qui sont les Gaulois. Hein? Avant de savoir si c'est leur ancêtre ou pas. La réponse est non. Le mot Gaulois, le concept même de Gaulois, ce sont les Romains, Jules César. Jules César, oui. Qui est un empereur romain. Qui dans son écrit. Jules César va désigner les populations qui se trouvent au-delà des frontières de l'Empire, la Gallia. La Gallia. Gallia. C'est en italien, ça? C'est en romain. En romain. En latin. Qui va devenir l'italien après? Voilà, il va devenir dans l'italien et ensuite le français va donner Gaulois, etc. Okay. Voilà. Il va désigner les peuplades. On appelle peuplades, donc des populations qui sont hors de l'Empire. Qui sont hors de l'Empire, qui ne sont pas des Romains. Il va les désigner de cette manière-là. Les Galliens. Donc ça c'est le territoire des Galliens. Les Galliens, territoire de Gallia. Voilà. Donc le mot Gallia, Gaulois, en fait, qui désigne un bâton qu'on utilise pour cueillir des fruits dans un arbre. Voilà. Une sorte d'hameçon qu'on peut prendre pour prendre quelque chose qui est dans l'eau, on le jette, le bâton en question, pour qu'il y ait quelque chose à recevoir. Voilà le sens de ce mot. L'origine du terme lui-même qui va donner Gaulois plus tard. Eh bien, mais il y avait déjà des populations ces territoires-là. Comment s'appelait-il avant? Des Ibères, ce qui est du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui le Portugal, l'Espagne, etc. Oui. Et les Basques. Ah oui, au sud de la France et au nord de l'Espagne. Alors, toutes ces peuplades-là, ces populations, il faut savoir, sont des populations qui sont là depuis des milliers d'années. Et je précise que il est établi, ce sont les recherches, le Muséum national de l'histoire naturelle de France, qui est du côté de Trocadéro, qui est une institution importante, qui fait des études en paléontologie, en anthropologie, en archéologie. J'y ai tourné en 2005 quand je travaillais a écrit, a bien défini, précisé que les premiers habitants de l'Europe et de la France en particulier étaient des populations atteintes de teint sombre. Oui. De teint sombre. Teint sombre, oui, les premiers habitants de la France. Comme vous et moi. Donc c'était des Africains. Donc c'était des Africains. Et les autres populations vont venir plus tard de ce qu'ils appellent le Moyen-Orient. Il y a 8000 ans. Par la suite. Les dépigmentés. Les démélanisés, ce qu'on appelle les leucodermes. Et il va y avoir ce mélange-là de populations. Donc, ces populations, on les appelait des populations mégalithes. Mégalithes. Les mégalithes sont des pierres immenses. Vous avez ce qu'on appelle les dolmens, qui sont des pierres qu'on trouve du côté de la Bretagne. Ah, les menhirs. Les menhirs. Je suis allé visiter le menhir en 2017. Les dolmens et les menhirs. Oui. Les menhirs sont ces pierres qui sont posées debout. Debout, oui. Les dolmens qui sont celles qui sont couchées, allongées, oui. sont de table. Eh bien,
ces monuments mégalithiques qui désignent les populations mélatiques, plutôt. voilà, ces populations, eh bien, qui sont originaires d'Afrique, qui sont des noirs comme autrement. Donc, ces populations vont être qualifiées de Gaulois par les Romains. Mais eux-mêmes, par la suite, d'autres populations, venues toujours cette fois-ci de l'Europe centrale, qu'on appelle les Celtes. Les Celtes. Les populations celtiques. Qu'on trouve en Grande-Bretagne, et même en Galice. Oui. En Espagne. Oui, voilà. Les Celtes. Oui, les Celtes. Qui vont se mélanger avec les mégalithes, qui sont les plus anciens, les plus premiers occupants de l'Europe et de la France. Voilà. Ces populations qui sont là depuis des milliers et des milliers d'années, puisque les plus récents vont arriver il y a 8000 ans. Eux, les mégalithes, sont depuis 40 000 ans. Donc l'homo sapiens, qui signifie en la langue française, l'homme savant. Ah, homo sapiens signifie l'homme savant. L'homo sapiens, qui signifie l'homme savant, c'est que l'homme qui sait tout faire. Qui réfléchit, oui. Qui réfléchit, parce que c'est différent de l'animal. Voilà, il est différent de l'animal, il a évolué, il est arrivé à un stade où il peut fabriquer des outils. Pendant la période paléolithique. Paléolithique, en effet. Voilà. C'est l'histoire. Oui. Pendant cette période-là où, avec des galets, il peut fabriquer des outils. Hein? Il peut attraper des animaux, le feu, etc., et construire un abri. L'homme savant. Donc, l'homo sapiens. Le tout premier, donc, ils sont venus d'Afrique. Où ils sont d'abord apparus il y a plus de 100 000 ans. Puis il y a toute une évolution. Tout à fait. Ensuite, de là-bas, en Afrique, ils ont commencé à concevoir un certain nombre de choses, à faire de la peinture, et c'est avec leur savoir-faire qu'ils sont venus, qu'ils sont émigrés vers l'Europe. D'autres ont émigré vers ce qu'on appelle vers l'Asie, d'autres par le détroit de Gibraltar. Donc ils sont partis, pour certains, du côté est, le canal de Suez, pour aller vers l'Asie, et d'autres vers l'ouest, à travers le détroit de Gibraltar entre le Maroc et l'Espagne. Ils vont arriver en Europe. Et je précise que ce terme, le terme qui désigne ce détroit, qui est un terme arabe, qui veut dire Jebel del Tariq, c'est-à-dire la montagne de Tariq, parce que quand vous restez du côté marocain, vous montez sur une sorte de colline, vous regardez l'autre côté là-bas, pour essayer de traverser, et bien c'est Jebel el Tariq, qui va, au niveau de la prononciation, va devenir Gibraltar. Tariq. Jebel Tariq. Voilà. Donc, et là, et c'est resté, et c'est comme c'est passé. Voilà que lorsqu'il y a eu l'occupation, donc l'invasion de la péninsule ibérique, Portugal et Espagne, par les arabo-musulmans, qu'on a donné ce nom. Donc, les nôtres, africains, vont arriver là, il y a plus de 40 000 ans, en Europe. Ils vont d'abord rester dans le sud, et ils vont monter progressivement vers les 30, 20 000 ans, ils vont monter jusqu'à vers le nord, jusqu'en Islande, en Irlande, et tout le nord de la France, toute l'Europe occidentale. Ce n'étaient pas des Gaulois. Terme utilisé et créé par Jules César, le Romain, l'empereur romain. Bien. Alors, il s'appelle que, après les mégalithes, il y a eu les Celtes, qui vont rester pendant très très longtemps, pendant des années, jusqu'à l'avènement de l'Empire romain. Et l'Empire romain, quand il va commencer à connaître des difficultés suite à la conquête de cet empire par le christianisme, qui a fait un coup d'État contre l'Empire romain, qui a pris le pouvoir et qui va couper l'Empire en deux, puisqu'il va y avoir le côté est qui va s'appeler l'Empire romain d'Orient, le côté ouest qui va s'appeler l'Empire romain d'Occident. C'est de là où va naître en 1496 l'Occident et l'Orient, qui sont tout simplement des termes politiques, voilà, pour désigner. Jusqu'à la base, c'est le même peuple. Voilà. Alors qu'en réalité, géographiquement parlant, ce qu'on appelle l'Orient, en fait, c'est l'Asie occidentale. L'Asie occidentale s'arrête à la Palestine. Ça va de l'Irak, l'Iran,
Les Émirats Arabes Unis, l'Arabie. Et quand on parle d'Arabie Saoudite, c'est du nom de Ibn Saoud, un personnage qui, avec le concours des Anglais, avait conquis un vaste territoire qui au départ était sous domination turque, qui va s'installer. Turc ou Empire ottoman? L'Empire, les Ottomans turcs, l'Empire turc ottoman, eh bien, qui va s'emparer de ce territoire qu'on appelle donc l'Arabie, et qui va être sa propriété. La propriété de Ibn Saoud, qui va prendre son nom, l'Arabie saoudite. D'un monsieur. D'accord. Restons quand même sur les Gaulois. Car je veux que les Français comprennent. Les Gaulois en question, donc ce terme qui va être créé par Jules César. Et donc on reste avec les mégalithes. Ensuite, il va y avoir les Celtes. Les Celtes vont arriver, ils vont se mélanger avec les populations, vont s'installer. Il va y avoir des populations diverses qui vont cohabiter là. Et pendant ce temps, les premières populations noires d'Afrique vont progressivement se mélanger avec les autres, avec des métissages. C'est celles qui arrivent, eux, sont des leucodermes, donc des blancs. Je vois. Ils ont été accueillis par les autres qui étaient là auparavant. Ils vont cohabiter avec eux, ils vont se mélanger. Eh bien, à la fin de l'Empire romain disloqué, des peuples venus du centre de l'Europe vont arriver à leur tour. Les Romains vont les appeler des peuples barbares. Eh bien, parmi ces peuples barbares, dites barbares, il y a des peuples qu'on appelait des Francs germains. D'accord, les Francs viennent donc de l'Europe. De l'Europe centrale. Notamment de Caucase. Moyenne-Europe, comme il dit. Voilà, ils viennent du Caucase, les Francs. Ils viennent du Caucase aussi, comme tous ces peuples-là qui viennent du Caucase, qui traversent l'Europe centrale, qui arrivent jusqu'ici, donc la Russie, autres, du Caucase. Les Francs arrivent. Eh bien, c'était guerriers. Ils s'attaquent aux frontières, etc. On était pratiquement au 5e siècle, notre ère. C'est-à-dire 400 et 400, voilà. Et le chef des Francs, c'était un certain Clovis. Ah, d'accord, Clovis. Ce Clovis-là va épouser une femme de la région, puisque la région était sous domination chrétienne, elle était chrétienne. Clovis, le chef des Francs, va se convertir au catholicisme. Et il va se faire ainsi couronner à la cathédrale de Reims en 490 et 95. Il va se faire couronner. Clovis se fait couronner empereur et roi des Francs. Voilà. Il se fait couronner roi des Francs. Et à partir de ce moment, les Francs vont adopter la religion de leur roi. Ils vont devenir chrétiens. Ce n'est qu'au 5e siècle que les Français deviennent chrétiens. Ils n'étaient pas encore français. Ah ben, ce qu'on appelle les Francs, tout ça, les Celtes mélangés, voilà, deviennent chrétiens. Donc, tous ces peuplades-là n'étaient pas encore des Français. D'accord, ils n'étaient pas encore français, oui. Donc, au 5e siècle, il y a 1500 ans, la France n'existait pas. Ce qu'on appelle les Français n'étaient pas encore des Français. D'accord. Il y avait des Francs Jupiter, des Francs Germain. Alors, donc rapidement, par la suite, les descendants de Clovis, je passe par Charles Martel, on arrive à un certain Charlemagne, le célèbre. Qui a inventé l'école, là, je crois. Bon, c'est ce qu'on nous a appris. Oui, on apprend beaucoup de choses aux jeunes Français, comme il a inventé l'école. Mais il faut savoir que l'école a été inventée en Afrique. Puisque déjà, les Thalès et consorts sont allés apprendre en Égypte. Parce que ce qu'on appelle l'initiation, la période d'initiation, les jeunes, quand ils se souviennent au monde, ils sont circoncis, ils vont dans des cercles d'initiation, ils passent leurs 40 jours, ils sont guéris, ils sortent de là, on prend certains, on les emmène dans des centres, dans des cercles d'initiation, et ils évoluent. Ils apprennent des choses pendant un certain nombre d'années. Ils apprennent la science, les techniques et autres, la philosophie. Donc, l'école n'a pas été inventée par celui-là. Alors, puisque nous parlons donc Charlemagne, la nous restons avec Charlemagne. Charlemagne, donc, qui va se couronner lui-même empereur en l'an 800. Il y a le coup de décembre par là, un pape qui va venir, et puis il prend la couronne, il met sur sa tête, il se couronne lui-même. Bien, Charlemagne se couronne en l'an 800. Pendant ce temps, je passe sur l'histoire de Charles Martel avec Poitiers, les Arabo-musulmans, etc. Ça c'est autre chose.
Nous sommes en France. Charlemagne. Jusqu'ici, c'est pas encore la France. C'est pas encore la France jusqu'à Charlemagne. Kézanne vous invite à entrer dans une nouvelle ère digitale. Kézanne ouvre une infinité d'opportunités avec un accès illimité. Charlemagne sous couronne d'empereur. Il va compter ses conquêtes. Et Charlemagne, il mourra, et donc en 843. Charlemagne n'est plus. Il avait trois petits-fils, Lothaire, Charles II et un autre Charles, et ils vont se retrouver à Verdun en 843. Ils vont partager À l'est de la France. à l'est de la France, puisque ce sont des héritiers de Charlemagne. Il va falloir partager l'empire de Charlemagne entre ces héritiers. Au lieu de céder l'empire à un des trois, ils vont séparer, ils vont partager l'empire en trois. D'accord. Et au partage de l'empire, eh bien, toute la partie qui touche un peu à la Belgique, le Luxembourg, etc., c'est la Lotharingie. Et la partie occidentale, qui concerne la France aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la Francia. La Francilia. Ouais, la Francia. La Francia. Oui, la Francie. Donc c'est un terme un peu Ça c'était du latin à l'époque. Francia. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, les Italiens disent Francia. Francia, voilà. Voilà, donc c'est la Francia. D'accord. Et c'est de là que les habitants de cette partie de la Francia, Le côté ouest, le côté ouest, là où les Français se trouvent là nous aujourd'hui, sommes là aujourd'hui, là. voilà, deviennent des Français. Donc la Francia. On va maintenant appeler c'est toute cette partie-là, avec ces Celtes, ces Mégalithes, les Ligures, les Basques, machin, monde, là. on appelle tout le monde. Tatars, tout ça, c'est Tout ça, français. on les appelle tous des Franciens. Donc ils sont dans le royaume, un royaume franc, qui devient maintenant la Francie. La Francia, oui. Et progressivement, ils sont venus donc les Français. D'accord. On va arriver jusqu'à la Révolution de 1700. Je cherche toujours l'histoire des Gaulois, c'est eux qui sont toujours Gaulois. Alors, il s'est trouvé qu'au Moyen-Âge, C'est-à-dire au XIIe siècle, par là. ils ne se désignaient pas Gaulois. Les intéressés ne se disaient pas des Gaulois. Oui, je veux comprendre d'où vient cette... Bon, C'est dans le livre, enfin, dans l'écrit de Jules César, Jules César. qui a écrit La guerre de Gaulle. Pour ceux qui veulent s'intéresser, pour comprendre, c'est dans la guerre de Gaulle, qui est un écrit de Jules César, que Jules César a qualifié de Gaulois, Les habitudes. ces gens-là. Ces gens qui étaient hors de l'Empire. Voilà, hors de l'Empire. Et à quel moment les Français adoptent ce mot gaulois pour le qualifier leurs ancêtres? On va y en venir. On va mettre en avant un certain Vercingétorix. Vous voyez même dans les bandes dessinées, d'Astérix le Gaulois, etc. Francis Bébé chante d'ailleurs cela. Voilà, bien sûr. En humorisant l'affaire. Voilà. Donc, on arrive au Moyen-Âge. Il y a quelques auteurs qui vont écrire que, bah oui, Jules César, bon, donc leur en tête était les Gaulois, au Moyen-Âge. Quelques auteurs qui écrivent, qui prennent l'œuvre de Jules César, la guerre de Gaulle, et bien là, ils relèvent que, ah ben tiens, les habitants, leur ancêtre étaient des Gaulois. Ce qui n'est pas vrai. On arrive à la Révolution française. Mais il faut savoir que lorsque les Francs, avec Charlemagne était franc, ses descendants sont des Francs, la Francie. Donc, ils ont assis une monarchie qui va se relever, ainsi de suite. Cette monarchie, tous les monarques, à travers l'histoire, l'évolution de 1843 jusqu'à la révolution de 1789, étaient les descendants des Francs. Donc les Francs avaient installé dans l'ensemble du territoire une aristocratie. Les aristocrates étaient des seigneurs qui détenaient de vastes propriétés, de vastes domaines, sur lesquels travaillaient les premiers occupants des lieux. Oh là là, qu'on appelait les prolétaires, je crois. Voilà, pas les prolétaires, on les appelle le tiers-État. Le tiers-État. Donc, Tiers-monde ils ont installé un système composé du clergé. Oui. Le clergé était l'ordre le plus puissant, le plus riche. Ensuite, il y a la noblesse. La noblesse. Les nobles étaient des propriétaires terriens. Et les Lombards. Qui faisaient travailler sur les terres des paysans attachés à la terre. Ouais. Quand tu es noble, à la tête d'un ensemble comme par exemple Paris, tous les paysans t'appartiennent. Ils
qui pratiquaient ce qu'on appelle le mariage endogamique. Ouais. Il ne pouvait pas quitter ton domaine et aller se marier en dehors du domaine. Du tout. Le mariage exogamique était interdit. Était interdit, oui. On pratiquait le mariage endogamique. Tu es de la région de Paris, tu es quelqu'un de la région de Paris. De Paris. Tu étais attaché à la terre, eh bien, si le Seigneur venait à disparaître, eh bien, ses biens sont transmis à sa descendance, eh bien, vous restez ici, vos descendants, ainsi de suite. C'est une sorte d'esclavage qui ne disait pas son nom. Les conditions de vie, les conditions d'existence des paysans étaient extrêmement difficiles. C'était des serfs qui servaient, qui travaillaient sur la terre, qui étaient attachés à la terre. Et si le Seigneur venait à vendre une portion de la terre, sa propriété, il la vendait avec les populations qui étaient dessus. Voilà. Bon. Donc, c'est que l'esclavage a un peu évolué, mais il demeurait. Ouais. À part qu'il ne peut pas comme ça le couper la tête comme il voulait. Alors que l'esclave, on peut couper la tête de l'esclave. Donc, ça va évoluer. On part avec ce système-là, clergé, noblesse, et tous ceux qui ne sont ni membres du clergé, ni membres de la noblesse, c'était le tiers-état. Le tiers-état. Voilà comment la France était organisée jusqu'à la Révolution. Clergé, noblesse, tiers-état. Tiers-état. Donc on appelle ça les ordres, 3 ordres. Tout ça, c'est l'Église qui a organisé la société de cette manière-là. Je peux ajouter quelque chose. Si vous avez le moindre doute, regardez le film Les Rois Maudits. Voilà. Et vous comprenez. Je l'ai regardé il y a 23 ans. J'ai compris la France. Voilà. Les Rois Maudits. Oui. Vous comprendrez. Donc, ces rois étaient souvent issus de la noblesse. Lorsque une lignée de rois s'éteignait totalement et qu'il n'y a plus possibilité, parce qu'on trouve une chose qu'il faut relever, la monarchie franque du temps de Clovis au 5e siècle est d'essence mâle. Il faut être catholique et de sexe masculin pour être roi de France. Dans l'histoire de France, les femmes sont exclues. Ça n'a pas beaucoup changé, hein? Non, ça n'a pas changé qu'aujourd'hui. Montrez-moi une seule présidente de la République. Ça n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Ça n'a pas changé, hein? Ça veut dire que depuis combien de siècles là déjà? Nous sommes à combien de siècles déjà? Depuis toujours. Pendant plus de 1000 ans. 5e siècle, nous sommes au 21e siècle, ça fait 16 siècles. Voilà. Donc, même ce qu'on appelle la monarchie franque est masculine et catholique. Donc, il n'y a que les hommes, les gens de sexe masculin, qui se succédaient au pouvoir, à la tête du royaume de France. Et là, on arrive en 1789. 1789, le roi Louis XVI, convoque les États généraux. La réunion des 3 ordres à Versailles. Pour ce qui va aboutir à la Révolution, puisque les 3 ordres réunis, il était question de voter par tête, par ordre. Alors, si on vote par ordre, le tiers peuple est majoritaire. Non, si on vote par ordre, il y a 3 ordres. Oui, il y a 3 ordres, oui. Il y a le clergé, la noblesse et le tiers-état. Si vous votez par ordre, le clergé et la noblesse votaient toujours ensemble. Toujours ensemble, et ils sont minoritaires. Non, certes ils sont minoritaires, mais puisque vous votez par ordre, il y a 3 ordres. Ah, d'accord, il y a 3 ordres. Oui. Donc le clergé et la noblesse contre le tiers-état. La majorité. Le tiers-état n'a qu'une voix. Voilà. Alors qu'en réalité, le tiers-état était majoritaire. Voilà. Donc, depuis des siècles, à chaque fois qu'on convoquait la réunion des 3 ordres, le tiers-état était toujours... Le tiers-état était toujours minoritaire, puisque les 2 ordres votaient toujours ensemble. Voilà. On arrive à la Révolution. Parce que ce sont appelés les États généraux. La réunion des 3 ordres s'appelle les États généraux. Les États généraux, depuis, se réunissaient pour voter des décisions, prendre des mesures, etc., accompagner le roi. Eh bien, on réunit les États généraux. Les députés du tiers-état, qui sont toujours très nombreux par rapport au clergé et à la noblesse. Mais comme ils n'ont qu'une seule voix. Comme une seule voix, oui.
Mais les deux autres, voilà, n'importe. Alors, on arrive maintenant en 1789, le roi Louis XVI convoque les États généraux à Versailles, ils s'y réunissent là-bas, et là, les membres du tiers-État disent non, cette fois-ci, on va voter par tête. On va voter par tête. Alors, le clergé et la noblesse refusent. Parce que le nombre des membres du clergé, le nombre des membres du tiers-État, la noblesse réunie, ne forment pas la moitié des membres du tiers-État. Donc, ils refusent. Eh bien, le roi a les sommes à un moment donné de voter par ordre. Oui. Il refuse. Jusqu'à ce que les députés du clergé et de la noblesse se retirent et le roi Louis XVI les somme de quitter le lieu. Et c'est là que un certain Mirabeau va dire nous sommes ici, je le cite de mémoire, nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en partirons que par la force des baïonnettes. Donc ils vont rester là. Et ils restent, et pas à un moment donné, quand ils vont se retirer, le lendemain, quand ils vont revenir, le roi a fait fermer la salle de réunion. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ah ben, il y a quelques matériels, mais tiens, il y a le jeu de pommes. C'est une salle où on joue un sport qu'on appelle le jeu de pommes. Qui s'appelle de lancer la balle contre le mur et puis frapper l'ancêtre du tennis. Un député va dire, mais oui, on va aller dans la salle de jeu de pommes qui est ouverte. Et ils vont aller dans la salle de jeu de pommes. Et là, ils vont prononcer un serment. Ils vont dire, nous ne nous séparerons pas avant d'avoir donné à la France une constitution. Eh bien, on va voir que quelques éléments de la noblesse, parce qu'il faut savoir que dans la noblesse, il y a la noblesse d'épée, il y a aussi des nobles qui ne sont pas suffisamment riches, qui sont un peu proches du tiers-État. Qui on peut regarder de haut. Voilà. Un peu comme dans le 16e arrondissement où il y a deux codes postaux. 16e 116, voilà. Le 16e 016. Exactement. Ça se dégaine. Alors, vous avez également au sein de ce qu'on appelle le clergé, il y a le haut clergé et le bas clergé. Donc, les membres du bas clergé, qui sont les curés villages, etc., mais ils sont quand même membres du clergé, trouvent que leurs intérêts sont beaucoup plus proches de ceux du tiers-État que du haut clergé, qui eux vivent dans l'opulence. Donc, certains membres du clergé et ceux de la noblesse vont rallier le tiers-État et la noblesse. Le roi leur a demandé de sortir, ils refusent de sortir, évidemment, ils vont rester là. Ils vont adopter une constitution, etc. Bon, bien, c'est pas la révolution qui nous intéresse, mais on va continuer. Au nom gaulois, voilà. La révolution va se faire. Et là, l'abbé Sieyès, c'est un abbé qui a rejoint le tiers-État. Oui. En tant qu'abbé, il est membre de la noblesse. De la noblesse, mais il rallie le tiers-État et il va écrire un opuscule qui est intitulé « Qu'est-ce que le tiers-État ?» Et là, dans sa déclaration, il va dire que le tiers-État est constitué des éléments qui étaient là bien avant l'arrivée des Francs, qui sont eux des aristocrates. Et c'était des Gaulois. Celui qui écrit que c'était des Gaulois. Donc nos ancêtres, les Gaulois. Oh, c'est lors de la Révolution qu'on a définitivement le mot pas définitivement, parce qu'on va l'employer, après en 1830 on va donc le balayer, et puis finalement... Mais on l'emploie pour la première fois lors de la Révolution. Voilà, la Révolution, on dit, voilà. On va dire, voilà, nos ancêtres les Gaulois, parce qu'on a trouvé dans des écrits quelque part que l'expression avait été utilisée au Moyen-Âge. On l'a trouvé dans les écrits. Voilà. De l'empereur Jules César, dans son fameux La guerre de Gaulle, voilà, dans son livre La guerre de Gaulle, et quelques auteurs du Moyen-Âge vont y faire allusion. Et alors, donc tout ce descriptif que nous voyons, eh bien, l'abbé Sieyès fait allusion, vous mettez ça en avant. Maintenant, la Révolution, nous allons nous débarrasser de l'aristocratie Clovis, voilà. C'est la fin du règne des aristocrates. Maintenant, c'est le tiers-État, représentant de nos ancêtres les Gaulois, qui maintenant a le pouvoir. Hein? Alors, on arrive dans la nuit du 4 août, la fin des privilèges, on va aller tout. Le 4 août 1789, c'est pendant cette nuit-là qu'ils vont se réunir pour balayer tout ce que
la noblesse avait comme avantage, oui. et voilà, et tous les avantages qui étaient en faveur de la noblesse et du clergé va être balayé, et même les institutions religieuses, parce qu'il faut savoir que les membres du tiers-État ne portaient pas l'Église dans leur cœur. Ah non, du tout. Puisque l'Église, pendant des Il années, était avec l'oppresseur. l'Église a sévi. L'Église a empêché toute évolution philosophique, scientifique. Lorsqu'on disait que... Et même médicinal. médicinal, voilà. Car l'Église était contre la chirurgie. oui, la femme devait enfanter en souffrant. Voilà. Donc il n'y a pas de question. Et quand on leur disait que la Terre tournait autour du Soleil, tu insistes, on te coupe la tête. On te suspecte d'hérésie. Donc tout ça, eh bien, les gens ont vécu cela pendant des siècles. Les Européens ont vécu cela. Ils ont vécu la tyrannie du christianisme. Ils ont vécu sous le règne du mépris que l'Église avait à l'égard des gens. Hein. Et les membres du clergé, qui étaient puissants, qui avaient le pouvoir, et qui pouvaient faire et défaire qui ils voulaient, ils pouvaient même s'imposer à la monarchie, qui pouvaient excommunier. Hein. Donc, tous les aristocrates qui étaient puissants se soumettaient à l'Église. L'Église avait des possessions immenses, des richesses. Ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Voilà. En Afrique, je ne sais pas à qui l'Église a acheté les immenses terres qu'elle possède. Il faudrait qu'on voit cela. Voilà. Donc tout cela, eh bien, le tiers-État, des gens qui sont des petits commerçants, des petits agriculteurs, etc., des quelques intellectuels, écrivains, avocats, machin, tout ce monde-là, qui ne sont pas du clergé, qui ne sont pas de la noblesse, c'était eux, le tiers-État. Et voilà, ils vont détruire tout cet ordre-là, cet ordre inique, injuste, qui était basé sur l'obscurantisme religieux. Eh bien, ils vont s'en débarrasser. Ils vont s'en débarrasser. Voilà donc tout cela va être mis en cause. La révolution va sur son chemin. Et à un moment donné de l'évolution, eh bien, l'idée de nos ancêtres, le Gaulois, va faire son petit chemin. Va faire son petit chemin. Au fond, donc, au départ, originellement, Gaulois vient du mot Galia, qui était un mot péjoratif, quoi, déjà. Pas péjoratif, en fait, un bâton, ça désigne des gens vaillants, des gens qui sont de l'autre côté là-bas, qui sont... parce que le bâton, un bâton solide, quoi, tu vois. Pour cueillir des fruits. Oui, pour cueillir des fruits, donc ils sont d'hameçons. Voilà. Donc ils sont d'hameçons, quoi. Les Gaulois sont des hameçons. Les Gaulois sont de simples hameçons. Vous devez pas être fiers de vous appeler les Gaulois. Alors donc, dans les écrits, ça va donc présenter ces gens, bon, pas de manière péjorative, on va les grandir, on va inventer des chasseurs qui étaient hyper organisés, vous verrez dans des publications, des gens qui vont essayer de créer tout. Donc bref, pour continuer dans la manière chronologique, nous arrivons à la révolution de 1870, 1830, pardon. 1830, pas longtemps après, hein, oui, donc, environ 41 ans après la révolution de 1789. Voilà, 1830-1948, la deuxième révolution qui va se suivre, eh bien, on va... Donc Napoléon, parce que Napoléon, donc à un moment donné, qui va vers 1800, 1804, eh bien, Napoléon va se saisir de l'expression ancêtre gaulois, va dire qu'il faut faire des recherches, aller sur Alésia, ce qui a été décrit par Jules César dans son livre, il fallait chercher et puis mettre en avant cette idée d'ancêtre les Gaulois. Tu vois. Donc on va créer de toutes les pièces, on va créer de toutes les pièces, voilà l'idée, développer cela, parce qu'il faut donner à un peuple qu'il a des ancêtres bien connus, puissants, forts, qui ont fait des choses pour leur fierté, pour la fierté du peuple. Parce qu'un pays, un peuple qui n'a pas de passé, qui n'a pas d'histoire, son peuple, on va laisser comme ça. Parce que les Francs, ils sont tout à fait nouveaux. Alors, quand on voit bien, si réellement c'était les Gaulois, on ne devait pas appeler la France, la Francie, la France. Non, on devait l'appeler la Gaule. La Gaule, oui. Voilà. On devait appeler la Gaule jusqu'aujourd'hui. Mais personne n'a pensé à revenir sur la Gaule parce qu'on savait que ce n'était pas des Gaulois. C'est pas des Gaulois. Ils sont issus de ces aristocrates qui sont des Francs, le peuple franc, voilà, Clovis,
Charlemagne, et par la suite, et Hugues Capet, qui va créer la dynastie des Capétiens, qui a été couronné en 887 du coup, dans la région de Compiègne. Voilà. Pas loin d'ici. Voilà, pas loin de la région parisienne. Donc, alors, la Troisième République, pour finir là-dessus, la Troisième République va arriver en 1870, et là, Jules Ferry en 1880, qui était le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement, tout ça, ils vont dire, bon voilà, les lavistes qui vont écrire les manuels scolaires, on va mettre tout ça dedans. On va enseigner depuis l'école primaire, un cours première année, aux enfants, dans toutes les écoles de France et de Navarre, ils vont répéter, chanter, nos ancêtres les Gaulois. Voilà, nos ancêtres les Gaulois. Et Jules Ferry, en 1880, va décréter que la mission civilisatrice de la France à travers le monde, donc il va aller dans les colonies, aller en Afrique et non partout, apporter la civilisation aux autres peuples qui, selon lui, ne sont pas civilisés. Alors, on y va et on fait chanter aux gens de ces territoires-là leurs ancêtres, les Gaulois. Alors, voilà comment on peut partir d'une histoire mythique. Une bêtise. Voilà. Attendez, monsieur Passema. Quand on sait que Jules César qualifiait ces gens hors de l'Empire romain de Galiens, quand on sait aussi que Jules César avait défait ces Galiens-là à un certain moment. Oui, la guerre de Gaulle, oui. Voilà, Jules César les avait défaits. Aujourd'hui, avoir pour ancêtres des Gaulois signifie avoir des ancêtres faibles. Alors, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Il y a en France, il y a une sorte de controverse. Ce ne sont pas tous les Français qui partagent cette idée d'ancêtre Gaulois. Ancêtre Gaulois, logique. Un Hongrois qui a été président de la République française. Monsieur Sarkozy a cité pour qui l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire. Cet Hongrois-là, qui était président de la République française, disait, parce que lui-même est français, puisqu'il faut être président, disait que oui, lorsque, en tant qu'étranger, vous devenez français, vous devez reconnaître que vos ancêtres sont des Gaulois. Il a provoqué une tollée au sein de ceux qui ne se le connaissaient pas. La bêtise. Dans cette affirmation. Donc ça montre bien que parmi les scientifiques, voilà, les historiens, et même les politiques, que l'expression, bon ça c'est une expression politique, pour souder tout un peuple autour d'une idéologie politique, une idéologie tout simplement, qui reconnaissent que bon, oui, nous avons un passé glorieux à travers Astérix. Glorieux à travers un peuple qui a été défait. Ben oui, mais c'est un peu bouquet. Non, les Gaulois, on présente les Gaulois comme des gens vaillants, courageux, qui mangeaient des sangliers, qui chassaient des sangliers, qui étaient... Une histoire fabriquée, quoi. Parce que voilà un peuple défait par Jules César qu'on présente comme étant alors, fort. Mais ils ont résisté, parce que Jules César a conquis toute la Gaule, mais il y a eu une partie autour de Vercingétorix qui a résisté avec Obélix et autres, et qui ont résisté aux Romains, qui ont résisté pendant très très longtemps aux Romains. Voilà. Donc c'est cette légende-là qu'on va retenir pour valoriser le passé glorieux, d'un peuple. Bon, mais tout cela, ça relève de la politique. La politique, mais c'est scientifiquement parlant, ça mérite débat. Ça mérite débat et ça entre les Français eux-mêmes. Passez-moi Django, vous voulez par là dire que M. Sarkozy, tout président de la République, ne savait pas que les ancêtres des Français n'ont jamais été des Gaulois. Ça veut dire que l'homme qui qualifie l'homme noir de ne pas être entré dans l'histoire est lui-même un inculte. Eh bien, la connaissance n'est pas l'apanage de tout le monde. C'est pas parce qu'on est chef d'État qu'on doit nécessairement maîtriser toutes les connaissances et les savoirs. Ça va lui plaire, ça. Donc, je doute fort bien que ces gens qui sortent probablement de Sciences Po ou de l'École nationale d'administration, voilà, ou de l'Institut politique, enfin de ces écoles, et bien sûr, les connaissances sont vastes. Il faut s'y investir profondément et maîtriser les différents domaines. Que ce soit en anthropologie, en histoire, en paléontologie, en archéologie, en
en physique, en astronomie, en astrologie, etc. Il y a différents domaines de connaissances et de savoir dans lesquels il faut s'investir pour maîtriser les données, maîtriser les connaissances, maîtriser les savoirs. Et pour les hommes politiques, eh bien, il y en a qui pensent à un moment donné qu'ils peuvent utiliser des bribes de propagande pour amuser la galerie, pour donner l'impression. Et comme souvent, un mensonge, quand il est répété, il finit par apparaître comme étant de la vérité. Pourtant. Voilà. Donc, plus on répète, et vous dites, ben oui, mais c'est comme ça. Voilà. Bon. C'est une évidence. Chers amis, chers compatriotes français, vous avez compris pourquoi nous ne sommes pas... nous n'avons pas les ancêtres gaulois, nous ne sommes donc pas des Gaulois, sinon cela signifierait que nous sommes des personnes, un peuple défait, hein, tant noir que caucasien, hein, nous sommes un peuple défait, nous ne sommes donc pas des Gaulois. Vous avez compris? Non, et puis, après une chose qu'il faut préciser, ce n'est pas possible qu'un peuple métissé, comme le peuple européen, se réclame un ancêtre commun. Ça, c'est impossible. Parce que le peuple français est fait de vagues successives. Les tout premiers Européens sont venus d'Afrique. Et ils n'ont pas disparu comme par enchantement, pas du tout. Ils sont restés là. Et d'autres peuples sont arrivés, se sont mélangés à eux, ils n'ont pas été exterminés comme ça d'un seul coup, non. Il y a eu des mélanges. Et des traitements discriminatoires ont progressivement favorisé leur extinction. J'aimerais demander à M. Pierre Moscovici, qui est originaire des Carpates, est-ce que lui aussi son ancêtre est gaulois? Ça va faire. C'est vrai que Pierre Moscovici, il est originaire de Roumanie. Hein. Bien sûr. Les Carpates, là. Bah oui. Les baladures. Voilà. Vous, les ancêtres. Non, Baladure, il est déjà mort. Mais Moscovici encore en vie. Vos ancêtres seraient des Gaulois? On est bien aussi. Alors dites-moi, Tassema Diallo, vous qui étiez enseignant au lycée, est-ce que vous avez enseigné cette histoire des Gaulois à vos élèves? Non, je n'ai pas. Bon, le programme de l'enseignement, lorsque vous enseignez, enfin donc l'histoire d'origine de, nous disons aux élèves français que c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Mais entre spécialistes, il y a débat. Puisque le programme de l'enseignement est un programme politique. Ouais, malheureusement. Le programme d'enseignement de l'histoire, de l'instruction civique, de l'économie, le programme de sciences dites molles, est un programme politique élaboré par une commission des programmes qui est une commission ministérielle. Voilà. Donc, un enseignant dans le secondaire est tenu à ce programme-là. Et il y a des manuels scolaires qui reprennent ce que nous disons. Dans les manuels, le LAVIS qui a été normalement diffusé en Afrique, hein, les manuels scolaires, même manuels scolaires ici, distribués dans l'établissement africain. Quand on parle de la chronologie, l'apparition de l'être humain, et puis les peuples, etc., et bien c'est écrit. On étudie la Gaule. La Gaule transalpine. C'est-à-dire la Gaule au-delà des Alpes. Des Alpes, voilà. Donc de ce côté-ci. De ce côté-ci, voilà. On appelle France. Oui, voilà. Ouais. Eh bien, c'est défini, c'est écrit, et on s'inspire donc les bandes dessinées d'Astérix, le Gaulois, Obélix, etc. On tourne des films, eh bien, pour que les enfants s'en éplaignent. Et ensuite on récite cela, on a des diplômes. Voilà. Vous me tendez la perche là. Voilà, chers téléspectateurs, on se retrouve dans la partie suivante pour évoquer les enseignements universitaires. A tout de suite.